Bonjour, chers téléspectateurs de R7. J'espère que vous êtes nombreux à me suivre encore aujourd'hui autour de la chronique. J'espère que partout où vous êtes, que ce soit au Congo, Brazzaville, en Afrique, en Europe, en Asie ou en Amérique, partout où vous nous suivez, vous vous portez bien. Mouini Ivolo Didier, celui qui vous présente régulièrement la chronique. Aujourd'hui, je vous propose de réfléchir ensemble sur cette sortie médiatique que les militants et les sympathisants du PCT ont applaudi à grande pompe, avec satisfaction. Le sujet porte sur cette intervention du Premier ministre, M. Anatole Koliné-Makosso, qui, répondant à l'injonction du président de la République, Denis Sassou Nguesso, s'est donné comme démarche d'inviter les commerçants ouest-africains pour que ceux-ci réalisent le projet de Denis Sassou Nguesso d'offrir 100 000 emplois aux jeunes Congolais. Donc, la chronique d'aujourd'hui, je vous propose de réfléchir en prenant comme assise cette vidéo, cette intervention de M. Koliné Makosso avec les commerçants ouest africains et euh, nous essayerons de comprendre ensemble qu'est-ce que cela veut dire d'appeler comme ça des commerçants ouest-africains, des commerçants étrangers, alors que le projet du président de la République, c'était d'offrir, en tout cas de créer 100 000 emplois pour la jeunesse. Nous pourrons aussi parler du projet de société de Denis Sassou Nguesso lorsqu'il a été candidat à l'élection présidentielle. Il avait fait des promesses aux Congolais. Dans une année, pratiquement une année et demie, nous repartons vers une élection présidentielle. Quel bilan, M. Koliné Makosso, avec Denis Sassou Nguesso et tout le gouvernement, on peut même ajouter tout le cercle du PCT, en tout cas la direction du PCT, quel bilan ils font des promesses, des campagnes et de la gestion du pays depuis maintenant 3 ans et demi, bientôt 4 ans, de Denis Sassou Nguesso. Donc, nous avons tous suivi l'annonce du Premier ministre Koliné Makosso, qui a rencontré les commerçants ouest-africains. Mais rappelons-nous déjà, le Congo, ce n'est pas une cour de récréation. Le Congo, ce n'est pas, comme on nous disait souvent au lycée, ce n'est pas la cour du roi Péto où n'importe qui vient et puis fait n'importe quoi. Il est quand même important de rappeler aux Congolais que le Congo est un État indépendant qui a un territoire, 342 000 km², qui a une population, environ 6 millions 106 millions 500 000 habitants, qui a un gouvernement dirigé par M. Koliné Makosso, qui a un président de la République, Denis Sassou Nguesso, et qui a des institutions de la République qui, chaque année, votent une loi de finances qui détermine le régime des recettes et le régime des dépenses de l'État. Le Congo est doté d'une banque centrale, d'une monnaie, même c'est partagé avec d'autres pays sous la protection de la France, mais ça c'est un autre débat. En tout cas, le Congo a des institutions comme la Banque centrale, le Congo a un parlement bicaméral, Assemblée nationale et Sénat, le Congo a des ministres et chaque ministre gère un département donné. C'est ce qu'on appelle de façon globale un État ou un pays, et ce pays doit fonctionner de manière à répondre aux besoins de la population. Puisque la population est là, il y a une terre qui est là, avec les océans, nous avons l'océan Atlantique, mais nous avons aussi les fleuves, fleuve Congo, le Djoué, l'Ubangi, et j'en passe. Nous avons un sol, un sous-sol, qui est riche en minerais. Je vous passe les vidéos et les audios qu'on entend que les enfants du ministre des Mines distribueraient comme des bouts de pain, comme ça, les permis miniers à des étrangers en bradant les richesses du pays. Bref, mais on a ces richesses-là. Nous avons le pétrole, le gaz, le bois. Je vous rappelle qu'il y a quelques mois, je faisais une chronique sur les forêts du pôle de la Lékoumou et de la Bouenza, si je ne me trompe pas, cédées aux Chinois pour 200 emplois sur 20 ans.
Donc, puisque nous avons tout ça, mais qu'est-ce qui se passe au niveau de l'État, c'est-à-dire au niveau des dirigeants? Alors, les dirigeants ont une matière qu'on appelle l'économie politique. Le nom est peut-être scientifique, mais il ne l'est pas autant que ça. Parce que l'économie politique fait partie de la nourriture, si je peux m'exprimer ainsi, de tous ceux qui font la politique, que ce soit le président de la République, le Premier ministre, les membres du gouvernement, les députés, les sénateurs, les élus locaux, les élus départementaux, tous ceux qui sont les partis politiques, tous ces gens-là, ils ont une matière de base qu'on appelle économie politique. Alors, j'invite tous les militants de tous les partis politiques au Congo d'interroger leurs responsables sur leur vision, leur définition, leur stratégie en termes d'économie politique. De façon simple, l'économie politique veut dire quoi? L'économie politique veut dire que vous avez un pays, un territoire, avec une population, avec les richesses, et vous avez le contrat social, c'est-à-dire un gouvernement qui arrive à la tête du pays et qui s'engage à élaborer des politiques publiques pour améliorer le quotidien des gens. Point. La science de l'économie politique consiste à étudier toutes les richesses naturelles et démographiques d'un pays, toutes les potentialités que regorge le pays, pour que ces potentialités soient utilisées dans le bien-être à la fois des populations, des hommes, des femmes d'affaires, de la gestion de l'État, de l'organisation de l'État, de la protection de la souveraineté nationale et de la protection de l'intérêt national. Et ça, c'est ce que font les hommes politiques en Afrique, aux États-Unis, en France, en Europe en général, en Chine, en Russie. L'économie politique, c'est la science mère lorsque vous êtes un État. Et d'ailleurs, pourquoi dans le monde entier? Je dis bien le monde entier. Je n'ai pas dit au Congo, ou en France, ou en Russie, ou en Chine, ou aux États-Unis. J'ai dit dans le monde entier, deux discours sont importants. Le discours modèle américain sur l'état de la nation, ce que nous avons copié, mais aussi le discours de politique générale du Premier ministre. Il faut savoir que dans tous les pays du monde entier, les départements comme les écoles comme l'ENAM ou l'ENA en France, euh, tout ce que vous entendez comme grande école, on passe le temps, ou même les instituts de recherche, les think tanks, on passe beaucoup de temps à décortiquer, à étudier certains éléments comme la loi de finances de tous les pays ou encore et surtout le discours de politique générale ou le discours sur l'état de la nation. Le discours de politique générale prononcé par tout Premier ministre qui arrive en fonction, ce discours pose les bases fondamentales de ce que va être l'économie politique du pays sous ce gouvernement-là. Quelle est sa stratégie monétaire? Quelle est sa stratégie budgétaire? Comment il va faire pour que les richesses du pays répondent aux besoins des populations? Je ne parle pas aux besoins des arbres, des chiens ou encore des animaux dans la forêt. Non, les populations. Qu'il s'agisse de l'éducation nationale, de la santé, de l'emploi, du chômage, des banques, du commerce, de l'économie, de la sécurité nationale, même des nationaux vivant à l'extérieur du pays, c'est-à-dire vivant à l'étranger. Donc, le Premier ministre fait ce discours. Et le président, dans les pays où les présidents ont pris l'habitude de faire les discours sur l'état de la nation, il vient compléter cette stratégie économie politique. Donc, aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'emploi des jeunes, on n'est pas en train de faire autre chose que de penser sa politique économique. C'est-à-dire, il installe, Colline Makosso installe l'emploi des jeunes dans une dimension économie politique. Donc, comment utiliser les ressources du pays pour régler un problème crucial qui se pose à nous, qui est celui du chômage des jeunes. Alors, il n'y a pas de solution toute faite, il n'y a pas de meilleure solution. Chaque gouvernement a la responsabilité, a le droit de choisir sa stratégie, de faire comme il l'entend. Ce qui compte, c'est que 70, 80, 90% des jeunes
se retrouvent dans cette politique-là et se disent, là, je sais que j'ai une chance de trouver du travail ou de trouver des solutions à mes problèmes. Petit rappel historique, parce que j'aime bien faire des rappels historiques. Le Congo est indépendant en 1960. Donc, c'est-à-dire accès à la souveraineté. Et donc, la population congolaise, pour le peuple congolais, décide de prendre en main sa destinée. En ce moment-là, il appartient aux populations congolaises, il appartient au gouvernement congolais d'assigner des missions à chaque département. Il faut savoir que si je fais ce rappel, c'est parce que nous venons des colonies. Le moyen Congo, c'était d'abord, excusez-moi, une colonie française. Et donc, la mission de la colonie du moyen Congo, qui était une colonie d'exploitation, et d'ailleurs, c'est pour cela qu'il y a eu très peu d'investissements en termes d'infrastructures liées à la population. Il y a eu beaucoup d'investissements dans les infrastructures liées à l'exploitation de la colonie, parce que l'Afrique centrale en général, en dehors de l'État indépendant du Congo, c'est-à-dire colonie belge, futur Congo, Congo Léopoldville ou Congo Kinshasa, Zaïre et puis RDC aujourd'hui. Donc l'État indépendant du Congo, la RDC, colonie d'abord de Léopold II, hein, parce qu'il faut savoir que la RDC était d'abord la colonie propriété privée de Léopold II, avec les dégâts que les historiens ont documentés aujourd'hui, avant de devenir la colonie de la Belgique. Et c'est parce que Léopold II a failli décimer toute la population congolaise, parce qu'il y a eu des mutilations, des tueries, que le scandale généré a fait que l'État belge a récupéré cette colonie. Bref, cette colonie belge, la RDC, était la seule colonie de peuplement et d'exploitation en Afrique centrale. Et c'est ce qui justifie les infrastructures, notamment les logements, les hôpitaux, les universités, parce que lorsque les Belges s'installaient dans l'État indépendant du Congo, c'était le prolongement de la Belgique, c'était pas pour rentrer. Et en Afrique noire, de façon générale, il y a eu très peu de colonies de peuplement. Dans la colonisation française en Afrique, je crois qu'il n'y a eu que le Sénégal qui était aussi colonie de peuplement et surtout l'Algérie. Mais le reste des colonies françaises, et notamment les colonies de l'Afrique centrale, nous étions des colonies d'exploitation, c'est-à-dire que le colonisateur venait pour exploiter nos matières premières. Et dans cette politique, et d'ailleurs, si vous voulez, il y a un très bon livre de Catherine Kokri-Vitrovitch, Le Congo, autant de grandes compagnies concessionnaires. La colonisation, c'est très bien, mais il ne faut pas que cela pèse trop lourdement sur les budgets des puissances colonisatrices. Elles font alors appel à une solution largement utilisée: abandonner leurs droits régaliens à des entreprises privées, les compagnies concessionnaires. Compagnies tenues à des obligations envers les pouvoirs publics, mais qui ne respecteront que rarement ces mêmes obligations. On nage désormais en pleine confusion des genres, et cela ouvre la porte à tous les abus. Les compagnies concessionnaires étaient des compagnies qui, avec la complicité de l'administration, faisaient travailler les populations dans le cadre de ce fameux travail forcé. Parce que tout le territoire avait été livré, en quelque sorte, à des commerçants privés. Par exemple, les populations étaient astreintes à produire une certaine quantité de caoutchouc. Et ça, c'est un peu contraire, évidemment, à la méthode de travail traditionnelle. Chez nous, autrefois, d'après ce qu'on constate, le travail n'était pas considéré comme une corvée. Quand c'était un travail collectif, quand il fallait, par exemple, réparer une maison ou bien faire un champ, ben, au son de la musique et avec un peu de boisson, les populations venaient aider à faire ce travail-là en chantant. Et je vous assure que on n'avait pas besoin de chicotte. Hein.
La mère de notre leader Barthélemy Bouganda a été battue à mort parce qu'elle n'avait pas produit la quantité de palmistes pour nourrir les fonctionnaires et les commerçants. Obligatoire pour tous les sujets mâles et valides, le travail forcé n'est pas rémunéré si ce n'est par quelques denrées alimentaires. Et d'ailleurs, c'est pour cela que le Congo a été dépaissé à autant, il y avait autant de compagnies concessionnaires, parmi lesquelles, que vous connaissez encore aujourd'hui, c'est SCKN. Donc, ces compagnies exploitaient la colonie, non pas pour leur propre profit, mais aussi au profit de la métropole. Alors, vous avez un monsieur comme Éric Zemmour qui avait dit que De Gaulle avait donné les indépendances aux Africains parce qu'il s'est rendu compte que la colonisation ne reportait pas un sou à la France. Alors, il faut l'excuser, sa médiocrité historique. Il ne connaît rien de l'histoire coloniale et j'invite Éric Zemmour à lire le livre de Catherine Kokri-Vidrovitch, Congo, autant de grandes compagnies concessionnaires, et Catherine Kokri-Vidrovitch enseigne l'histoire moderne de l'Afrique noire. Elle est encore à la Sorbonne et j'invite Zemmour à rencontrer cette dame qui a dirigé la plupart des thèses de doctorat des professeurs africains, en tout cas de l'histoire coloniale et de l'histoire moderne. Et d'ailleurs, vous avez beaucoup de publications d'historiens français qui démontrent que une grande partie de l'économie coloniale a été utilisée pour financer la résistance française. Sans l'Afrique noire, sans les colonies françaises, évidemment, De Gaulle n'aurait pas eu les moyens qu'il a eus pour continuer la guerre au nom de la France libre qui avait élu sa capitale à Brazzaville. Voilà, ça c'était pour un rappel historique aussi. Donc, pendant la colonisation, puisqu'on va exploiter les terres, et l'exploitation coloniale commence à peu près vers 1910, l'essentiel des colonies, en tout cas de l'économie coloniale, doit être au service de la métropole. Et d'ailleurs, à cette époque, on a même changé la nature de nos cultures. Les cultures, en tout cas l'agriculture vivrière, notamment d'autosubsistance, va être stoppée dans la plupart des cas au profit d'une agriculture industrielle, au profit de la métropole. Donc, on va plus cultiver des produits d'exportation que de consommation locale. Et d'ailleurs, on va nous bombarder plutôt des produits industriels qui vont arriver en masse en Afrique. Mais qu'est-ce qui se passe en ce moment-là? En ce moment-là, le projet colonial, et c'est d'où l'importance de ce rappel historique, le projet colonial a besoin quand même des commis de l'administration coloniale, c'est-à-dire des petites mains qui vont être au service de l'administration coloniale. Donc, conclusion des courses, l'école coloniale qui naît en Afrique, l'école de type moderne, donc l'école coloniale, et je vous invite une fois de plus, je le répète souvent, mais la pédagogie, c'est la science des répétitions aussi, allez revoir l'aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane, où il y a cette discussion entre la grande prêtresse, le chef des talibés et le directeur de l'école. Pourquoi devons-nous envoyer nos enfants à l'école moderne? Mais parce que le directeur de l'école dit à la grande prêtresse et au chef des talibés que le monde est en train de changer. L'avenir de l'humanité, ça va être dans la maîtrise de la science moderne. Et donc, la colonisation, de façon adaptée ou pas, là n'est pas le débat, nous a plongé dans cette aventure moderne. Soit nous régnons un peu de nos cultures, nous entrons à l'école moderne et donc nous aurons les moyens scientifiques de lutter dans le système international qui est en train de se construire, ou soit on reste dans nos traditions, on ne va pas à l'école, on reste soi, mais attention, nous serons fragilisés face à la compétition internationale. Voilà la problématique que pose dès les 10 premières pages de l'aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane. Revenons dans notre situation coloniale, globalement. Donc, l'école coloniale, sa première mission, la mission qu'on va fixer à l'école coloniale, c'est de former des commis d'administration coloniale chargés de relayer les décisions de l'administration coloniale aux populations qui, en grande majorité, ne comprennent pas le français, l'anglais, selon les contrées. Et donc, ces premiers qui vont aller à l'école vont aussi être là pour servir de commis. Mais progressivement, parmi les plus brillants, qui vont faire de bonnes carrières dans l'administration finalement coloniale ou encore dans le syndicalisme, ils vont être enseignants, médecins, très rarement, militaires nombreux, parce que
l'armée coloniale va être en grande partie constituée des soldats plutôt d'origine africaine. Et donc, la première mission, c'est une école au service de l'œuvre coloniale. Mais lorsqu'on devient indépendant, ce serait intéressant d'aller voir chez nos grands-parents. Lorsque les Africains en général ont eu accès à l'indépendance, quelle a été la mission de l'école? Quelle a été la mission de l'éducation nationale? Quelle a été la mission du ministère de la Santé? Puisque l'indépendance veut dire nous avons maintenant des pays de type moderne, donc avec des gouvernements qui ne sont plus la cour du roi. Ce n'est plus la cour du roi, c'est des gouvernements. Et d'ailleurs, dans la plupart des pays d'Afrique francophone, les rois disparaissent. Mais disparaissent. Pourquoi? Parce que très vite, les rois vont refuser d'envoyer leurs enfants à l'école coloniale. Les premiers qui vont aller à l'école coloniale, ce sont surtout les enfants des pauvres, les enfants d'agriculteurs, les enfants des petits artisans, alors que dans la plupart des cas, la noblesse africaine et la royauté voulaient rester telles que les traditions le demandaient. Et le temps que les gens se rendent compte, il était trop tard. Ceux qui ne venaient pas des lignées royales, ce sont ceux-là qui vont accéder à l'indépendance. Alors, je vous mets en garde, inutile d'aller chercher parmi les chefs d'État d'Afrique noire, notamment toute l'Afrique noire, et le pire, c'est l'Afrique noire francophone, quand on veut vous faire des raccourcis, que tel président est descendant de tel roi de sa tribu. Tout le monde l'accepte parce que bon, ça permet de relier ce pouvoir-là à un pouvoir traditionnel. Mais en Afrique noire, globalement, vous avez pratiquement pas des chefs d'État. Au Congo-Brazzaville, aucun chef d'État n'est fils d'un ancien roi. Ça, c'est faux. Même dans sa propre tribu, aucun président de Youlou à Sassou II aujourd'hui, aucun président dans sa lignée traditionnelle, ancestrale, vous trouverez un roi même dans sa tribu. Ça, c'est une fausseté qu'aucun tous les historiens congolais vous le diront. Allez au département d'histoire, ils vous le diront. On essaie de relier pour faire plaisir aux gens. Les premiers rois, les Makoko, les Luango et autres ont refusé dans un premier temps d'envoyer leurs enfants à l'école. Les descendants des rois Congo, ils ne sont pas allés à l'école tout de suite. Ce sont d'abord les enfants des pauvres, des paysans, voilà, parce que cette école était majoritairement rejetée par la royauté et la noblesse du fait que ce qu'on enseignait dans cette école était en contradiction avec le maintien des traditions séculaires que nous avons eues. Donc, la mission de l'école nouvelle, après les indépendances, devrait être de permettre de construire les États nouveaux. Vous savez, quand on est indépendant, celui qui habite Pointe-Noire, il ignore pratiquement tout de ce qui se passe à Bétou ou à Ouesso, puisque c'est la colonisation qui fait de Ouesso et de Pointe-Noire une même entité administrative et politique. Mais avant l'arrivée de la colonisation, les gens de Ouesso ignorent tout de Pointe-Noire et les gens de Pointe-Noire ignorent tout de Ouesso. Les gens de la Bouenza ne savent rien de ce qui se passe dans la cuvette. Et si vous regardez la carte, c'est parce qu'on ne fait pas beaucoup d'études là-dessus. Si vous regardez la carte, la cuvette ouest est plus proche de la région de l'Ogooué et les échanges, on peut faire l'hypothèse que les gens dans la cuvette ouest échangent plus avec leurs cousins qui se trouvent proches de l'Ogooué qu'avec ceux qui se trouvent dans la Lekoumou profonde. Mais la colonisation a fait que nous sommes devenus une même entité administrative et politique. Donc, le projet de l'école, déjà premièrement, c'est construire, finaliser la construction d'une nation, d'une république, d'un État unifié, un État unique. Et d'ailleurs, c'était déjà le débat sous Youlou. Sous Youlou, le débat, c'était déjà quel modèle étatique, quel modèle d'unité nationale. Est-ce que le multipartisme, avec les affrontements des 59, resterait un modèle à suivre ou aller vers un parti unique, un parti dans lequel se retrouveraient tous les Congolais, avec une école qui aura comme mission, et c'est Ngouabi qui va le faire, non pas d'avoir des élèves, mais plutôt des pionniers, c'est-à-dire des enfants qu'on va préparer
à être des bons camarades et des bons citoyens pour le projet national. Alors, est-ce que cette école a réussi cette mission? Chacun pourra faire son analyse. Aujourd'hui, avec le retour de Sassou au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? Puisque, je vous dis, si on veut construire une nation, il faut donner cette mission à l'éducation nationale. Si on veut construire une puissance, il faut donner cette mission à l'éducation nationale. Depuis, allez, même si on dit qu'il n'y a pas d'école maternelle, ce n'est pas grave, mais au moins l'école primaire. Quelle est la mission qu'on donne à l'école primaire? L'école primaire pour former quoi? Pour transmettre quoi aux enfants? De 6 ans à 11 ans, école primaire unique. Mais pourquoi faire? Et le collège, quelle est la mission du collège? Et quelle est la mission du lycée? Or, aujourd'hui, quand on voit dans quel état se trouve l'éducation nationale, les écoles chez nous, nul besoin encore de montrer toutes les vidéos, toutes les photos réalisées par les Congolais eux-mêmes de ce que nous vivons dans notre pays en termes de délabrement de notre tissu d'éducation nationale. On voit très bien que sur ce champ-là, le pouvoir depuis 1997 est totalement largué. Pour vous prendre un exemple, au moment où je vous présente cette chronique, une grande partie de nos terres le long de l'Ubangi est inondée aujourd'hui. Au moment où je vous parle, dès la première grande pluie, les inondations ont repris sur la partie nord du Congo le long de l'Ubangi. Humanitaire, alors que les pluies arrivent, que le risque de nouvelles inondations est réel, les habitants craignent de revivre le cauchemar de l'an dernier, notamment sur le plan sanitaire. Reportage d'Amélie Tulé dans le département le plus touché, le Likwala, dans le nord-est du Congo, confins de la Centrafrique et de la RDC. Dans le village de Boyer-les-Ports, la tonnelle qui abrite Ornella du Soleil a servi de lit surélevé en début d'année quand il a fallu accoucher de ses jumeaux. Pendant les inondations, nous nous étions réfugiés sur une bande de terre avec nos 7 autres enfants. Quand les douleurs ont commencé, mon mari m'a ramené ici en pirogue. Le premier enfant est sorti. Celui qui était venu m'aider ne savait pas qu'il y en avait un autre. Pendant qu'il prenait soin du premier, le deuxième est sorti et il est tombé dans l'eau. On a sorti le bébé de l'eau, on l'a ranimé. Dieu merci, les deux ont survécu. Mais nous souffrons toujours. Nous manquons de nourriture. C'est le bloc technique d'accouchement. À 2h30 de route, la directrice de l'hôpital de référence de Bétou, Dr Fanny Eteka, manque de moyens et de personnel pour assister les femmes dans les villages quand l'eau monte. Quand il y a l'inondation, il n'y a pas de déplacement et les femmes sont coincées, proches à accoucher. Il n'y a pas une aide d'un agent médical. Si ça réussit, Dieu merci. Si ça ne réussit pas, parfois il y a des décès que nous n'enregistrons pas. Parce que quand il y a décès là-bas, on enterre directement. Et les nouvelles pour nous, revenir ici, on a du mal. Donc ça peut aussi fausser notre statistique. Autre conséquence sanitaire des inondations, les maladies liées à l'eau souillée et la destruction des cultures qui aggravent le risque de malnutrition. Il y a beaucoup de problèmes. Là-bas, on reçoit les malades là-bas. À Ikwengbele, 5000 habitants, Gédéon Boisou, infirmier bénévole, gère le centre de santé intégré. Là encore, il a manqué de médicaments et d'équipements pour faire face aux besoins quand la rivière Ubangi a envahi le village. Beaucoup de cas. Les dermatoses, les infections vaginales chez les femmes, la malnutrition chez les enfants et les femmes enceintes et allaitantes. Vous voyez que si la personne tombe avec la malnutrition comme ça, et si on n'intervient pas, la personne meurt. Mais vous avez eu des cas de gens du village qui sont morts à cause de la malnutrition? Oui, sincèrement. C'est tous des enfants. Selon Gédéon Boisou, au moins 7 enfants sont morts faute de soins suffisants lors des dernières inondations. Pour faire face cette année, il a déjà reçu et stocké une aide du Programme alimentaire mondial. Amélie Tulé, de retour de la Likwala, RFI. Amélie Tulé, dont vous retrouvez le grand reportage aussi sur RFI.fr à Brazzaville. Il est content. Nous venons d'écouter ce numéro concernant nos parents dans le département de la Likwala. Et je vous ai souvent parlé de ce département qui me rend triste de voir les conditions de vie
de nos populations dans ce département-là. Nous avons coutume d'insister sur les départements, notamment situés au sud du Congo, qui sont plutôt plus ou moins bien protégés des inondations, mais on parle très peu de la Likuala, où les populations dans certaines localités de la Likuala peuvent rester jusqu'à 1 mois les pieds dans l'eau, voire même 3 mois les pieds dans l'eau. Et mon attention a été attirée par une compatriote, une sœur de la Likuala, mais qui habite aux États-Unis, qui était presque au bord de larmes en partageant une vidéo, et je me suis dit, mais tiens, mais qu'est-ce qui se passe? Gouverner, c'est prévoir. On ne peut pas blâmer la météo, et on ne peut pas blâmer des populations qui sont tout le long du fleuve Ubangi. C'est la responsabilité de Denis Sassou Nguesso et de Koliné Makosso de voir comment faire. Est-ce qu'il y a nécessité de déplacer les populations vers les zones plus sécurisées? Et dans ce cas, il faut un dialogue avec les populations locales pour voir comment faire. On peut travailler avec les populations locales sur les solutions à apporter. Vous avez un président du conseil départemental de la Likuala et vous avez le préfet de la Likuala qui représente le gouvernement, tous les postes du gouvernement. Quel est leur travail et qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font au quotidien? Comment le conseil départemental de la Likuala et le préfet de la Likuala sont proches des populations dans la recherche des solutions face à ce problème? Et puis, comment renforcer les compétences de l'hôpital de référence de Bétou? Moi, j'ai habité Bétou, je connais, alors ça fait plusieurs années, je n'ai plus mis pied à Bétou, mais à Bétou, nous sommes quand même en terre ferme. Est-ce qu'il n'est pas nécessaire de rapprocher un peu les populations de Bétou? Ça suppose qu'on peut aller ponctionner dans les excédents budgétaires pour traiter ce problème-là. Mais je pense qu'il y a une réflexion à mener au niveau de l'interministériel. Donc, tous les ministères concernés par ce problème, le ministère de l'équipement, les ministères de l'économie, parce que les gens qui se déplacent, de quoi ils vont vivre, mais le ministère de la santé, on a entendu, hein, la santé intime des femmes, des problèmes dermatologiques, mais aussi le ministère de l'éducation nationale. Donc, il faut mettre en place une commission interministérielle, puis chapeautée, pilotée par les deux têtes de pont de la Likuala, c'est-à-dire le préfet de la Likuala et le président du conseil départemental. Le préfet qui représente l'État et le président du conseil départemental qui représente la population. Et puis on peut associer les maires, les chefs de village, les élus locaux, le député, les sénateurs, les élus départementaux, pour dégager une pensée pensante, bien pensée, une réflexion, de sorte que nous puissions apporter des solutions viables à nos populations. Moi qui vous parle, je vous dis encore, moi président, je ne peux pas laisser les gens dans une telle misère, dans une telle souffrance. C'est quand même grave d'entendre que on ne sait pas qu'il y a des jumeaux dans le ventre d'une femme. C'est triste, c'est pénible. Et que la pauvre mère, heureusement que, mais je leur dis bravo, bravo, bravo et félicitations, ils ont pu récupérer ce bébé, ils ont pu récupérer cet enfant, ce compatriote, et je lui souhaite une longue vie, une bonne vie et en bonne santé. Franchement, d'entendre des choses comme ça, c'est vraiment affligeant, c'est vraiment triste. Vivement cette révolution du fleuve que prône le CRC pour dégager ce pouvoir et donner aux Congolais des vrais dirigeants qui savent. Ce qui suppose quoi? Ce qui suppose que les écoles sont inondées, la cour de l'école est inondée, donc nos enfants, nos petits-enfants, nos neveux, nos nièces, sur ce tracé-là, ne vont plus à l'école. Et puisqu'ils ne vont plus à l'école, quelles sont les solutions que le pouvoir de Koliné Makosso propose à ces enfants-là? Est-ce que quand ils mangent, quand ils dorment, quand ils se reposent, quand ils se brossent les dents le matin, quand ils regardent ses propres enfants, ses propres neveux, est-ce que Koliné Makosso pense à ceux le long de l'Ubangi? Je dirais la même chose et même pire pour Denis Sassou Nguesso. Quand ils voyagent, quand ils mangent, quand ils portent des costumes à 5 000 euros, à 8 000 euros, est-ce qu'ils pensent aux enfants le long de l'Ubangi? Est-ce que ça ne vaut pas mieux de diminuer le prix du costume? Au lieu de porter un costume à 5 000 euros, 8 000 euros, peut-être un costume à 600 euros, ça ne le changera pas. Ça ne fera pas de lui un humain moins que les autres ou plus que les autres en faisant ça. Est-ce qu'il n'est pas question de réduire
le train de vie de l'État pour prendre en charge donc ces enfants-là avec leur scolarité sécurisée sur d'autres lieux. On peut faire le choix de dire, voilà, on prend ce budget de l'État pour scolariser les enfants qui sont le long de l'Ubangui, on va plutôt les scolariser à Wisso, et puis chaque week-end, l'État prend à sa charge des transports aériens ou fluviaux pour qu'ils reviennent voir leurs parents, et puis pendant les vacances, ils reviennent passer les vacances dans leur contrée. Ça, c'est la pensée au niveau de l'État. Le lycée, qu'il s'agisse du lycée général, scientifique ou professionnel, quelles sont les missions du gouvernement en termes de formation au lycée? Le lycée général, mais pourquoi faire? Pour quel contenu? Le lycée scientifique, pourquoi faire? Pour quel contenu? Les programmes scientifiques, mais aussi le lycée professionnel. Mais quelle profession? Quels sont les secteurs d'activité qui intéresseraient le monde de l'emploi pour que nous puissions choisir de former dans tel ou tel secteur? Donc, quand vous regardez que le pouvoir n'a même pas les moyens d'asseoir une vraie politique en termes d'éducation nationale et de formation de nos jeunes, et qu'à côté, on promet 100 000 emplois, on ne sait même pas dans quelle catégorie professionnelle, dans quel secteur professionnel plutôt, on veut employer ces jeunes-là. Et donc, essoufflés, perdus, désorientés, que fait Colline Makosso? Eh bien, il va chercher des commerçants ouest-africains. Mais Colline Makosso a oublié qu'il y a, nous sommes au mois de novembre, donc il y a maintenant à peu près une année, en novembre 2023, des jeunes sont morts au stade d'Ornano au motif qu'ils étaient partis répondant à l'appel du pouvoir pour un recrutement dans l'armée. Au moins 31 personnes piétinées à mort dans une bousculade mardi à Brazzaville, au Congo. Répondant à un recrutement militaire, de nombreux jeunes ont forcé l'entrée du stade Michel Ornano de la capitale congolaise. Il ressort des éléments portés à la connaissance de la cellule de crise que le bilan des victimes est révisé et détaillé ainsi qu'il suit. Nombre de décès, 31, soit 29 corps identifiés et 2 corps en cours d'identification. Une enquête administrative mixte police-forces armées congolaises a été ouverte. Elle devra déterminer les causes du drame et rendre ses conclusions dans les tout prochains jours. Les réseaux sociaux font écho de l'horreur et les blessés pris en charge au CHU de Brazzaville. C'est juste la foule qui s'était empressée devant le portail. Et puis, les gens étaient tellement nombreux qu'on ne pouvait pas tous rentrer. Et puis, les autres sont tombés et puis les autres marchaient sur les autres. C'est ce qui a causé l'accident. Toute la foule qui était derrière moi sont venus tomber sur moi. Et après, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est arrivé. Je me retrouvais dans l'ambulance. Dans les mêmes conditions, en 2011, 7 personnes avaient été tuées lors d'un festival de musique et 150 autres piétinées à mort en 1994 dans une église essayant d'éviter une tempête dans la capitale congolaise. Une année après, de novembre 2023 à novembre 2024, est-ce que M. Colline Makosso et Denis Sassou Nguesso peuvent expliquer aux Congolais qu'est-ce qui a été fait? Quelle leçon on a tiré de cet accident grave pour des familles? Et donc, qu'est-ce qu'on a mis en place aujourd'hui pour que les Congolais, les jeunes Congolais, la jeunesse congolaise puissent trouver du travail sans se mettre en danger? Est-ce qu'on a tiré les leçons? Et depuis, le pouvoir a créé avant d'aller chercher les commerçants ouest-africains. Depuis cette date-là, quels sont les différents programmes qu'on a mis en place pour que la jeunesse congolaise s'y retrouve? De ce pas, je vous laisse suivre l'entrevue entre le Premier ministre congolais et les commerçants ouest-africains. Vraiment, j'ai suivi
l'audience que le Premier ministre a accordée au West africain. Au West africain. Et le contenu de cette audience. Sincèrement, je suis triste. Je suis triste de constater que notre pays a atteint ce niveau aussi bas que terre, qu'on aille jusqu'à solliciter, jusqu'à exposer notre pays, nos carences, notre incompétence aux pauvres Ouest-Africains, Sénégalais, Maliens. Ben attendez, comment le Premier ministre peut en arriver là? Ces commerçants ouest-africains-là, je pose la question à vous, intellectuels de cet espace. Ces commerçants ouest-africains-là, sont-ils arrivés au Congo déjà milliardaires ou millionnaires? Sont-ils arrivés au Congo déjà hommes d'affaires? Mais nous savons tous comment est-ce que ces ouest-africains arrivent-ils au Congo? Nous en avons accueilli, nous, dans nos quartiers et tout ça. On sait, c'est des gens qui viennent parfois par la mer ou par machin, dans des bateaux, dans des cargos. Et par rapport à leur solidarité musulmane, ou je ne sais pas comment ouest-africaine, ils se constituent un petit pactole, ils donnent à celui qui vient d'arriver. On lui fait une petite boutique et puis bon, le gars, comme il est économe et tout ça, il arrive à s'en sortir et bon, à agrandir son affaire. Et c'est à celui-là qu'on va nous solliciter du travail pour nos enfants. Est-ce que vous êtes sérieux? Est-ce que vous êtes sérieux? Nous, Congo, le Congo-Brazzaville, pays producteur du pétrole, on a tout ce qu'il faut. On va aller solliciter du travail auprès d'un Malien qui vend le pain avec le beurre au coin de la rue. On va aller chercher du travail. Le Premier ministre demande à celui-là d'embaucher un Congolais. Mais est-ce que le Premier ministre est sérieux? Est-ce que Collinet est sérieux? Mais j'avais de la considération pour Collinet Makosso, mais attendez, mais vous poussez les gens à être impolis, à être, je ne sais pas, irrespectueux par vos actes. Le Congolais, chez lui, il est chez lui. Il va aller chercher du boulot chez un Malien, chez un Sénégalais, dans son pays. Est-ce que vous êtes sérieux? Mais pourquoi on est toujours resté imbécile comme ça là? Mais c'est incroyable. Mais quel est ce pays-là? Vous venez de voir cette vidéo entre notre Premier ministre, Collinet Makosso, et les commerçants ouest-africains, où on promet, en tout cas pour chacun d'entre eux, de recruter un Congolais. Des fois, j'ai du mal à faire l'analyse de cette vidéo pour la bonne et simple raison qu'il s'agit là des commerçants de Brazzaville, de Pointe-Noire, de Kinkala, de Ouesso, de Dolisie. Est-ce que la vingtaine ou la trentaine des gens dans la salle représentent tous les commerçants sur tout le Congo? Et donc, si chacun d'eux prend un Congolais, bon, je ne sais pas comment s'intitule le contrat du travail. Est-ce que c'est un contrat à durée déterminée, indéterminée? Quels sont les contours de ce contrat? Est-ce que quelles sont les obligations de l'État en demandant cela? Et quelles sont aussi les obligations de ces commerçants? Déjà, ce document montre la médiocrité de notre Premier ministre, montre les insuffisances politiques de notre Premier ministre. Ce document montre une seule chose, que Collinet Makosso est un mauvais Premier ministre. Il ne connaît pas son travail. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il fait là. Et surtout, il n'a pas la maîtrise de la réalité économique de notre pays. J'ai dit tout à l'heure que le Premier ministre, c'est quelqu'un qui maîtrise l'économie politique. Or, qu'est-ce qui se passe? Si on veut parler des emplois jeunes, on peut commencer par le bout qu'on veut, mais déjà là, une des choses à faire, c'est de recenser les secteurs possibles de recrutement des jeunes. Et ce ne sont pas ces commerçants. Parce que le niveau d'investissement de ces commerçants, quand on voit leur boutique,
c'est des boutiques où ils ne peuvent employer que les membres de leur famille, c'est-à-dire un cousin, un neveu, son enfant qui n'est pas à l'école le week-end pour lui donner un coup de main. Mais fonder la politique de l'emploi des jeunes au Congo sur le partenariat d'un gouvernement, d'un État avec des commerçants, des boutiques, en réalité, le pouvoir de Sassou, avec à sa tête du gouvernement Koliné Makosso, viennent de jeter une insulte aux Congolais, mais je ne sais pas comment demain nous pourrons laver cette insulte à la face du monde. Nous sommes un État. Nous sommes un État qui est parmi les États les plus riches en Afrique. Le Congo est quand même le 3e producteur du pétrole en Afrique. Et quand on sait la géopolitique du pétrole, quand on sait l'économie du pétrole, les entreprises les plus puissantes. Mais en France, quelle est l'entreprise qui fait 20 milliards de bénéfices plus que Total? Les entreprises pétrolières sont parmi les plus puissantes au monde, sauf au Congo. Nous sommes les 3e producteurs du pétrole en Afrique, membres de l'OPEP, et le premier ministre de ce pays-là va chercher des boutiquiers, des kiosques, pour traiter une politique publique. Monsieur Koliné Makosso n'a jamais prononcé ce mot parce qu'il l'ignore, parce qu'il est incompétent. Ce qu'il vient de faire, on appelle ça les politiques publiques d'emploi des jeunes. C'est une politique publique en lien avec votre politique en termes d'économie politique. Voilà des termes techniques que je suis en train de donner à Denis Sassou Nguesso et à Koliné Makosso puisqu'ils les ignorent. Mais comment voulez-vous qu'ils puissent diriger un pays en tant que président et Premier ministre alors qu'ils ignorent ça? Lorsqu'ils vont rencontrer la Banque mondiale, lorsqu'ils rencontrent le FMI, mais vous croyez que les FMI leur disent quoi? Et la Banque mondiale? Ils leur disent, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre des Finances ou du Budget, Monsieur Ngatsé, présentez-nous vos politiques publiques pour la réduction du chômage des jeunes. Présentez-nous vos politiques publiques incitatives de création d'entreprises et de création d'emplois. Présentez-nous vos politiques publiques pour améliorer le climat des affaires. Comment vous protégez l'investissement étranger? C'est une politique publique. Mais voilà, il va chercher des commerçants ouest-africains. Dans la plupart des cas, semi-analphabètes qui n'ont pas étudié ces questions-là. Et c'est à eux qu'on va faire reposer l'avenir de nos enfants. C'est-à-dire des gens qui ont des kiosques, qui ont des boutiques. À titre de comparaison, c'est comme si le Premier ministre français et Emmanuel Macron vont chercher les Chinois et les Indiens de Château-Rouge pour régler le problème des emplois des jeunes. Prouvez-moi les documents. C'est comme si Joe Biden et la Réserve fédérale américaine et son secrétaire d'État au commerce, je sais pas, et autres, ils vont chercher les boutiquiers sud-coréens, parce que les Ouest-Africains chez nous, les boutiques qu'ils tiennent, c'est l'équivalent des Sud-Coréens aux États-Unis. Et donc, on va chercher ces gens-là, et c'est sur eux que va reposer la politique de l'emploi des jeunes aux États-Unis. Mais mon Dieu, vous voyez à quel niveau de rabaissement Denis Sassou Nguesso et Koliné sont en train de nous entraîner, et les gens applaudissent. Écoutez, allez chercher les étudiants des sciences économiques. Allez chercher leurs professeurs. Je demande aux étudiants des sciences économiques, aux professeurs des sciences économiques, à l'ENAM, tout ce que vous avez comme les écoles de management au Congo, demandez à ces étudiants-là et à leurs enseignants qu'ils viennent vous expliquer est-ce que ce que Koliné Makosso fait, c'est normal. Qu'ils viennent vous expliquer. Moi, mon rôle, c'est de vous expliquer, parce que je vous dis, je suis diplômé de politique internationale, donc je peux être à la place de Denis Sassou Nguesso et je ferai 1 million de fois mieux que lui. Je peux être à la place de Koliné Makosso, je vous assure que je ferai 1 million de fois mieux, puisque je vous donne l'exposé.
Si on veut créer les emplois jeunes, mais on s'en fiche royalement des commerçants ouest-africains. Ça, c'est un autre sujet que je pourrais traiter si je suis président de la République. D'abord, on fait un état des lieux de toutes les entreprises qui existent au Congo. Un exercice très simple. Toutes les entreprises qui existent au Congo. On va commencer par les entreprises pétrolières. Recenser toutes les entreprises pétrolières en lien avec la production du pétrole, la commercialisation du pétrole. Qui sont ces entreprises-là? Quels bénéfices ils font? Et donc, on va taper sur le bénéfice, c'est-à-dire une partie du bénéfice ira dans la création d'emplois pour les jeunes, quitte à définir combien d'emplois chaque année. Déjà, ces entreprises-là. Le gaz, les bâtiments, les BTP, les banques. Et quand je dis le commerce, je ne suis pas en train de parler des pauvres ouest-africains qui viennent se débrouiller. Je parle du grand commerce, du commerce extérieur, le CFCO. Et vous avez comme ça, on ne parle même pas de ces entreprises-là. Je vous laisse regarder une photo et je continue dans la même ligne. Quand je vous dis que Sassou Nguesso et Koliné Makosso, ils n'ont pas compris leur boulot. Regardez Koliné en train de ramasser les poubelles. Donnez-moi dans quel pays le Premier ministre ramasse les poubelles. Nous avons Averda. Averda reçoit 2 milliards de francs CFA chaque mois. Averda ne ramasse pas les poubelles. Au lieu de mettre en place une enquête parlementaire, une enquête judiciaire et une enquête administrative, je vous parle souvent de ces enquêtes-là, l'enquête parlementaire permettra d'affiner nos lois de politique publique pour que ce genre d'entreprise ne soit plus autorisé au Congo. Et donc, soit l'État congolais reprend ces entreprises-là, cette entreprise, puisque nous avons des financements, et on change la façon de travailler. Une enquête administrative permettra de corriger les choses, et surtout une enquête judiciaire qui permettra de voir où est parti l'argent, et s'il faut prendre des sanctions judiciaires, eh bien, on le fait. Donc, vous avez comme ça toutes ces entreprises qu'on peut recenser et demander à chaque entreprise d'avoir un certain nombre de jeunes à recruter. Alors, pour affiner encore, lorsque vous avez une entreprise comme le CFCO, comme la société d'électricité, la société de distribution d'eau, qu'est-ce que je peux prendre encore? Les grandes banques. Les grandes banques, vous avez les industries pétrolières, gazières, minières et autres, toutes ces grandes machines, ces grandes entreprises, pour fonctionner, ont besoin des petites et moyennes entreprises à côté pour la maintenance, pour les réparations, pour intervenir en lieu et place de, je prends un exemple très simple dans les chemins de fer, la société des chemins de fer, lorsqu'il faut installer les rails ou entretenir les rails, peut contractualiser avec une petite et moyenne entreprise ou petite et moyenne industrie qui s'occupe de ça. Donc, au lieu que le CFCO embauche des gens, un service de maintenance, le service de maintenance du CFCO est moindre, mais on va donc embaucher une entreprise qui a dans son cercle des ingénieurs qui viennent travailler pour eux. Et donc, on peut demander à toutes ces entreprises-là de réserver un quota d'emplois jeunes. Alors, d'emplois jeunes, 16, 25 ans ou 16, 30 ans. Au-delà de 30 ans, stop. Ce n'est plus un emploi jeune. Mais aucune entreprise ne va accepter, rassurez-vous. Que ce soit aux États-Unis, en Europe, en Chine, en Russie, vous faites ça, aucune entreprise ne va accepter. Sauf si vous êtes maître ou maîtresse des politiques publiques, vous connaissez l'économie politique, vous savez que les entreprises veulent faire aussi du profit. Donc, si je leur demande, mais il ne faut pas que je tape sur leur profit, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, là, on appelle le patronat. Au lieu d'appeler ces pauvres commerçants, on appelle le patronat. Et donc, les patronats, soit les patrons des grands groupes, soit leurs représentants, le syndicat de patrons, on discute et chacun dit qu'est-ce qu'il donne, qu'est-ce qu'il ne donne pas, jusqu'à quel niveau il sait. C'est-à-dire, moi, je veux bien employer les jeunes de 18 ans à 25 ans ou à 30 ans.
Mais vous savez, ces jeunes-là, ils n'ont pas d'expérience, c'est vrai. Ils ne sont pas formés, c'est vrai. Ou pas du tout formés, c'est vrai. Et donc, dans ce cas, moi, quand je vais les embaucher, pour qu'ils soient opérationnels pour mon entreprise, je dois consacrer beaucoup de temps pour les former aussi dans l'entreprise. C'est-à-dire, je dois dégager du temps à un agent de maîtrise, à un ouvrier qualifié, tout, qui sera avec eux. Et donc, ça va coûter à ma productivité. Ce qui est vrai. Et donc, en retour, je demande que pour chaque emploi jeune, l'État me fasse des exonérations des charges sociales ou des charges fiscales. Attention, il ne faut pas que l'exonération soit au-delà de ce que l'État peut faire, sinon les comptes publics vont en souffrir. Voilà le jeu quand je vous parle de l'économie politique. C'est un jeu entre l'État et le patronat. Et donc, pour tout jeune de 16 à 18 ans, non diplômé, non qualifié, je vous donne ça. L'État dit je vous donne ça. Mais à partir de là, je suppose que vous aussi, vous avez fait ce travail de formation, de construction des compétences et autres. Le jeune devient opérationnel et autres. Et donc, à partir de là, je commence à baisser les exonérations de charges, de sorte qu'à 25 ans, vous reprenez vos charges totalement. C'est ce qu'on appelle gérer un pays, mettre en place les politiques publiques. Ce que je vous explique, vous avez des spécialistes au Congo qui peuvent vous expliquer ça 10 fois, 1000 fois mieux que moi. Mais ils ne vous diront pas que ce que vous dit Mouni Volo Didier, c'est totalement faux. Non. Déjà, si vous partez sur cette base-là, vous pouvez négocier avec le FMI, vous pouvez négocier avec la Banque mondiale, vous pouvez négocier avec le Club de Paris, avec tout le monde. Ils se disent, ce monsieur sait où il va. Si c'est une femme, ils diront, cette ministre, cette femme, elle sait où elle veut aller avec son pays. Et donc, en ce moment-là, puisque l'État a maintenant un diagnostic clair de ce que les entreprises entendent, mais on peut adapter notre système de formation. Ces jeunes peuvent se dire, tiens, à partir de 15 ans, 16 ans, s'ils sortent du système d'éducation nationale sans les diplômes, parce qu'il y a des difficultés dans tous les pays du monde, ça arrive, tout le monde ne peut pas avoir le même parcours scolaire, mais nous allons mettre en place des politiques publiques de soutien à l'emploi des jeunes pour sécuriser les différents parcours, notamment des jeunes qui sortent du système éducatif sans qualification, sans diplôme. Et donc, on peut mettre en place une agence interministérielle qui travaille, une direction ou une agence qui travaille spécialement dans l'emploi des jeunes et qui va se construire des compétences dans ce qu'on appelle les emplois des jeunes. On peut, dans cette agence, embaucher même des psychologues spécialistes des enfants pour faire des évaluations. On n'arrive pas à l'école, pourquoi il est sorti de l'école, vers quelle qualification, vers quel métier. On peut aller voir, est-ce qu'on peut l'orienter vers le bâtiment, vers l'automobile, la mécanique, est-ce que c'est vers l'agriculture? L'agriculture est un vrai sujet. Chez nous, vous avez des jeunes qui ont dit, donc envoyez-nous dans l'agriculture et vous verrez si on ne pourra pas. Dans l'industrie, dans le domaine du pétrole, dans les chemins de fer. Et cette agence aura pour compétence de rassembler à la fois une partie du ministère de la Jeunesse et des Sports, une partie de l'Éducation nationale, une partie du ministère du Travail, et donc une agence interministérielle qui réfléchit vraiment à l'insertion sociale et à l'insertion professionnelle des jeunes. Et donc, c'est cette agence qui pourra être aussi le lien avec les entreprises, qui connaît très bien le fonctionnement des entreprises, les besoins des entreprises en main-d'œuvre, et qui saura orienter comme ça des jeunes en disant, OK, on va envoyer tant de jeunes en stage à tel endroit. Attention, on vous envoie ces stagiaires-là. Ils ne sont pas à votre charge, ils sont à la charge de l'État. Moyennant, je ne sais pas, 50 000 francs pour les stimuler. Voilà. Tu iras faire un stage de 3 mois là-bas, tu iras faire un stage de 3 mois et à la fin, tu as un référent ou une référente dans cette agence pour l'emploi des jeunes qui fera le point avec toi. Et de sorte que, au lieu que ces jeunes sortis du système éducatif deviennent des bébés noirs chez nous, des Kuluna à Kinshasa ou des microbes à Abidjan, ils sont sécurisés. Mais c'est le rôle de l'État. Je vous ai toujours dit, l'État est le lieu d'expression et de protection des intérêts collectifs.
lorsque les jeunes sont en train de devenir délinquants dans un pays, il faut aussi se poser la question de la responsabilité des politiques publiques envers la jeunesse. Donc, lorsque Colline Makosso va chercher ces pauvres commerçants, on voit bien, vous savez, faites arrêt sur image et regardez leur tête. Ils se disent, mais dans quel merdier Colline est en train de nous mettre? Mais dans quelle difficulté il nous met? Quels sont déjà les revenus de ces commerçants pour qu'ils soient capables de supporter un SMIC à 50 000 francs tous les mois? Est-ce qu'ils en ont vraiment les moyens? Le but, c'est aussi de ne pas les mettre en difficulté. Et au 1er janvier, Conseil de ministres du 8 novembre, si je ne me trompe pas, au 1er janvier, le SMIC passe à 70 000 ou 80 000 francs. Mais vous pensez que ces pauvres commerçants ont des revenus pour assurer ce 70 000 ou 80 000 de salaire à un jeune Congolais? Et puis, Colline Makosso ne nous dit pas si c'est chargé ou c'est pas chargé, c'est-à-dire s'il paye en plus des charges. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour un salaire de 80 000 francs, il y a les charges sociales et les charges fiscales, peut-être de 40 50 000 francs, selon à quel taux on est taxé au Congo pour un emploi créé. Et donc, au lieu de 80 000 seulement qu'il paye aux salariés, il doit payer encore 40 à 50 000, donc 120 à 130 000 francs tous les mois. Parce que si j'ai bien compris que ces jeunes, ils doivent être sécurisés au titre du chômage, au titre de la santé et au titre de la vieillesse. C'est-à-dire que si je l'emploie, donc ça suppose que je dois payer des charges. Colline n'a jamais dit que ces charges sont à la charge de l'État. Parce que, en termes d'emploi jeune, lorsque les entreprises ne sont pas fiscalisées, ça suppose que la fiscalité est supportée par l'État. C'est-à-dire que tout ce qui est assurance maladie, assurance vieillesse et assurance chômage sont à la charge de l'État. Alors, quel est le taux d'indexation de ces assurances-là? Mais ça, Colline ne le dit pas. Mais c'est pas grave, parce qu'il ne le sait pas. Moi, je ne tiens pas rigueur à Sassou Nguesso et à Colline. C'est juste qu'ils sont tout simplement incompétents. Donc, ils font du bricolage. Ils vous font des paroles en l'air. Et vous verrez que 6 mois après, 1 an après, tous ces commerçants, peut-être 1 ou 2 auront recruté quelqu'un qu'on va montrer à la télé, mais tous, ils ne pourront pas parce que les débats qu'ils vont faire à côté, quand ils vont expliquer tout ça, parce que c'est des commerçants, ça, c'est des choses qu'ils savent. On peut dire qu'ils ne parlent pas bien français, c'est faux, mais surtout, ils maîtrisent la finance. Ils savent que là, je n'entre pas dans mon budget. Si je fais ça, mon commerce tombe. Donc ça, je ne pourrais pas. Et en ce moment-là, on dira, bon, on va prendre 2, 3 exemples qu'on va montrer aux gens et le reste, on va laisser tomber et on revient au même problème. Donc, j'ai essayé d'aller regarder un peu pour comprendre de quoi Colline nous parle quand il parle des problèmes de l'emploi des jeunes, du chômage des jeunes. Alors, je vous ai parlé des questions de formation, c'est essentiel, mais on ne forme pas pour former. Il faut une étude approfondie, une prospective pour voir déjà quelles sont les entreprises, quelles sont les potentialités, quelles sont les entreprises qui peuvent embaucher, quelle formation professionnelle qualifiante apporter à nos jeunes, l'agriculture, le bâtiment et autres. Je suis allé regarder sur Internet et je suis tombé sur un baromètre donc fait par une agence Afrobaromètre et on constate que il y a une vraie perte de l'espoir chez nos jeunes. Et quand j'ai regardé ça, je dis, mais mon Dieu, il faut quand même faire quelque chose parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Qu'est-ce que je regarde? Je vous laisse regarder le baromètre avec moi. Le baromètre montre que sur le plan statistique, quand on prend les jeunes de 18 à 35 ans qui ne travaillent pas, donc ils font partie de la population active, c'est-à-dire en âge de travailler, mais ils n'ont pas de boulot, dans la tranche d'âge de 18-35 ans, vous avez 41% qui cherchent un emploi et 42% qui ne cherchent même plus un emploi. Parce que ce baromètre cherchait à évaluer aussi quel est le degré d'espoir ou de désespoir quant à trouver ou pas un emploi au Congo, c'est-à-dire avoir une vie plus ou moins équilibrée. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans des sociétés de type moderne où les revenus pour vivre sont générés par un emploi. Soit on fait du commerce, on est auto-entrepreneur, mais où on est salarié. Donc, n'empêche, il faut avoir une activité professionnelle
pourvoyeuse de revenus pour vivre. Ça, c'est la société moderne. Et c'est pour cela que tous les gouvernements sont évalués par leur capacité à créer l'emploi, à baisser le chômage et à maîtriser l'inflation. Allez lire tous les livres que vous voulez d'économie, allez chercher les meilleurs économistes du monde, tous les pays du monde, tous, Russie, Chine, États-Unis, Europe, Afrique, les gouvernements sont évalués par leur capacité à faire baisser le chômage, à maîtriser l'inflation, à créer des richesses pour que la population vive le mieux possible. Et d'ailleurs, le dernier prix Nobel de l'économie, il a travaillé sur ce sujet dont je vous parle, ça fait bientôt 20 ans. Et j'étais très satisfait d'entendre que ces thématiques ont été couronnées par le prix Nobel de l'économie. Donc aujourd'hui, ça ne fait plus débat. Du coup, quand vous avez, pour les 18-35 ans, 42% de la population active dans cette tranche d'âge qui sont dans le désespoir total et ont même cessé de chercher du travail, mais posez-vous la question, comment ils font pour vivre? Comment ils font pour se soigner? Il y a même risque de santé publique parce que s'ils sont malades, ils ne pourront pas se soigner, ils n'ont pas de revenus. Quand on monte chez les 36-45 ans, vous avez 27% qui cherchent du travail et 42% qui ne cherchent plus du travail. Et quand on passe aux 46-55 ans, ils ne sont plus que 19 à chercher du travail, 19%, et 50% sont tellement dans le désespoir qu'ils ne cherchent plus de travail. Et quand vous passez au niveau de plus de 55 ans, vous n'avez plus que 10% qui cherchent du travail et ce sont 14% qui sont dans un désespoir total qu'ils ne cherchent même plus de travail. Et quand on fait la globalisation de tout ça, dans la population active au Congo, vous avez 31% qui cherchent encore du travail et 47% qui sont dans le désespoir et qui ne cherchent plus. Ça veut dire quoi, mes chers compatriotes? C'est qu'aujourd'hui au Congo, c'est une étude qui a été faite au Congo. Aujourd'hui au Congo, presque la moitié de ceux qui sont en âge de travail sont dans le désespoir, ils ne cherchent même plus, c'est-à-dire qu'ils ne vont même plus faire des CV et des lettres de motivation, ils ne vont même plus réfléchir en disant quelle formation je peux compléter pour... Ils ne vont même plus voir quel secteur d'activité embauche. Et ça veut dire que le pouvoir de Denis Sassou Nguesso et ses différents premiers ministres, ils ont tous échoué lamentablement parce qu'ils ont réussi une seule chose, plonger les Congolais dans le désespoir et que aujourd'hui, ils agissent sur la politique de la peur. Parce que quand vous avez la moitié de la population active, pratiquement, qui ne cherche plus du travail, qui est dans le désespoir, qui ne rêve même plus, en réalité, derrière, vous prenez une révolution populaire. Et si cette révolution tarde à venir, c'est aussi parce que on pose comme préalable une politique fondée par la peur. Mais pourquoi le pouvoir échoue? Mais rappelez-vous, je n'arrête pas de vous dire les mêmes choses. Mais parce qu'aujourd'hui, dans les différents postes, on nomme les gens par affinité. C'est le patronage. C'est par affinité familiale, clanique, et non pas par les compétences. Parce que si on ne prenait que les compétences, ok, puisque c'est une élection présidentielle, Denis Sassou Nguesso peut être le président de la République. Là n'est pas le sujet. Mais si c'est par les compétences, Koliné Makosso ne peut pas être Premier ministre. Je suis désolé. Il ne connaît rien en politique publique et en économie politique. Comment voulez-vous qu'il puisse diriger? La preuve, pour opérer un malade du pancréas ou du cœur, il va chercher un aide-soignant ou une aide-soignante au lieu de prendre un chirurgien. Et c'est ce qu'il vient de faire. Il va chercher des boutiquiers pour régler le problème du chômage des jeunes au lieu d'aller chercher le patronat congolais. Il ne comprend même pas comment fonctionne un État. Et donc, si on ne parlait que de compétences, quels sont les ministres qui méritent d'être à leur poste? Quels députés méritent d'être à l'Assemblée? Quel sénateur, quel maire de la ville? Lorsque vous voyez que tous les députés, les maires, le Premier ministre lui-même, ils vont ramasser les poubelles, alors que dans le même temps, ils donnent 2 milliards chaque mois à une société qui ne le fait pas. Et plus encore, dans cette société, les gens sont en grève parce que les salaires ne sont pas payés. Mais l'État verse les 2 milliards. Hein? Mais où vont les 2 milliards? Et même quelqu'un qui n'a jamais
qui n'a que rarement critiqué le gouvernement, de temps en temps il essaie, c'est Pascal Tchachmabiala qui aujourd'hui demande mais où va l'argent? Et tout le monde demande maintenant où va l'argent. Donc vous voyez, il faut qu'on arrête avec cette politique de recrutement à des postes clés stratégiques par affinité familiale au détriment des compétences. Au détriment des compétences. La première chose qui doit primer partout, c'est d'abord la compétence. Et la preuve, dans beaucoup d'entreprises au Congo, on va donc chercher les compétences ailleurs. On va donc chercher des gens ailleurs pour venir gérer parce qu'on ne veut pas prendre les Congolais compétents. Dès lors qu'on a besoin d'une compétence, on va aller piquer ailleurs. Mais les Congolais compétents, il y en a au Congo, vous avez des gens très bien formés, très compétents, qui ont un très bon niveau de qualification, qui peuvent occuper tous les postes. Il suffit de dire de Bétou à Pointe-Noire, de Djambala à Komono, tous ce sont des Congolais. Peu importe celui qui sera à un poste, on le lui donne dès lors qu'il en justifie les compétences. Mais si on continue comme ça, d'aller chercher juste les affinités familiales, amicales, régionales, villageoises, nous faisons fausse route et nous allons détruire notre pays. Nous pouvons sortir les jeunes de la délinquance, nous pouvons sortir les jeunes du chômage, nous pouvons apporter le bien-être à notre jeunesse, mais à condition que ceux qui sont chargés de le faire puissent maîtriser ce qu'on appelle les politiques publiques d'emploi des jeunes. Et d'ailleurs, si je ne me trompe pas, la Banque mondiale avait, avec le gouvernement congolais, mis en place un programme de renforcement et de supervision des capacités des emplois des jeunes au Congo. Mais il faut que Koliné Makosso nous dise un peu où est-ce que vous en êtes avec ce programme soutenu par la Banque mondiale. Il y a bien des programmes de la Banque mondiale sur l'emploi des jeunes. Nous avons une population qui est jeune à 60% à peu près, des 6 millions 100 000, des 6 millions 500 000 Congolais. 60%, c'est quand même des gens qui ont entre 0 et 25 ans, pour ne pas dire 30 ans. Donc, les potentialités existent. Mais encore que, il faut des gens capables de savoir apporter des compétences à ces jeunes-là. Savoir gérer à la fois le secteur économique, notamment le secteur étatique, para-étatique ou surtout le secteur privé. Développer les autres secteurs d'activité. Et les revenus du pétrole devraient servir à investir dans les emplois jeunes, de formation et emploi des jeunes. Or, les revenus du pétrole sont détournés. Aujourd'hui, nous avons, semble-t-il, un dragon en monnaie au Congo. Il y a un monsieur, j'oublie souvent son nom, on l'appelle au Congo le dragon en monnaie. Mais ça fait partie des sujets à discuter avec lui, puisqu'il est le dragon de la monnaie. Donc, il maîtrise la monnaie. Mais celui qui maîtrise la monnaie maîtrise le budget. Celui qui maîtrise la monnaie et le budget maîtrise les politiques publiques. Et alors, monsieur le dragon en monnaie, semble-t-il que c'est le mari de Claudia Sassou Nguesso. Mais quel conseil vous pouvez donner à votre beau-père et au ministre, au premier ministre, et puis les ministres du budget, des finances et autres avec lesquels vous traînez entre vous? Vous savez, semble-t-il, Orion Oil, qui est, semble-t-il, le fer de lance de la vente du pétrole. Mais il faut appeler le PDG de Orion Oil qu'il vienne expliquer quelle est sa politique d'emploi des jeunes au Congo. C'est eux d'employer, ce n'est pas aux pauvres ouest-africains. Et puis, en termes de sécurité nationale, comment un gouvernement, et là, franchement, c'est un spécialiste de politique internationale qui vous parle. Allez regarder dans tous les pays du monde. En termes de sécurité nationale, comment pouvez-vous livrer votre jeunesse aux étrangers? C'est grave. Comment pouvez-vous croire que ces 2-3 commerçants qui vont embaucher vos jeunes, c'est-à-dire l'avenir de votre pays, quel est, en termes de géopolitique, géostratégie, le travail de Koliné Makosso pour sécuriser une jeunesse qui demain va être compétitive et rivaliser avec les jeunesses africaines et du monde? Comment vous faites? Je n'ai pas envie de vous faire peur. Lorsque la guerre a commencé entre Hamas et l'Israël, pour ceux qui lisent ma page Facebook, j'ai dit attention, j'espère que cette guerre ne va pas avoir de répercussions au Liban.
Parce que si l'Israël commence à détruire aussi le Liban, comme ce qui s'est passé à Gaza, la conséquence, c'est que les Libanais vont envahir le Congo et peut-être l'Afrique noire. Mais comme nous sommes des systèmes politiques médiocres, déstructurés, démembrés, il n'y a aucune réglementation, il n'y a aucune structuration, sachez-le, je ne serai peut-être plus là, mais dans 50 ans, dans 60 ans, nous cesserons d'exister en tant que tels, parce que nous serons envahis par les autres. Mais les autres n'ont pas le choix. Quand je dis ça, je ne dis pas que les Libanais, les Syriens qui vont débarquer chez nous sont mauvais. Pas du tout. C'est l'histoire de l'humanité. Et c'est mon domaine. Je suis maître des sciences sociales. Vous n'allez pas empêcher ces Libanais-là de venir chez vous s'ils ne peuvent plus vivre chez vous. Mais la seule chose qui fera la différence, les pays structurés, les pays qui ont un pacte social viable, sauront comment les accueillir ou pas, et si on les accueille, à quel stade on les met. C'est le stade où, en Chine, en France, aux États-Unis, on met ce qu'on appelle les immigrés. Mais chez nous, ils seront utilisés par les pouvoirs pour mieux dilapider nos ressources. Mais attention, au bout de 3, 4, 5 générations, ces Libanais-là deviendront eux-mêmes des nationaux parce qu'ils auront la nationalité congolaise, ivoirienne et autres. La preuve, regardez sur Internet combien de Libanais parlent lingala, combien de Libanais se disputent avec les Ivoiriens en disant « je suis plus ivoirien que toi ». Mais ça, on appelle ça la transition démographique en marche. Quand ça commence, on ne se rend pas compte. Et quand on se rend compte, il est trop tard. La même chose avec les Rwandais. L'État rwandais étant mieux structuré que l'État RDC et l'État du Congo-Brazzaville, eh bien, le Rwanda est en train de nous ravir nos pays. 27 000 km², 15 millions d'habitants, ils sont en train d'enquiquiner la RDC plus de 2 millions de km², plus de 100 millions d'habitants. Mais oui, c'est toujours le peuple le plus organisé qui gagne. Vous pouvez être nombreux. Si vous n'êtes pas stratège, vous ne gagnerez pas. Regardez encore le film 300. L'empire perse de Cambi, de Darius ou de Xerxès, très puissant, plus que l'empire grec athénien, mais à chaque fois les Grecs les ont battus parce que meilleurs stratèges. Parce que, en termes de stratégie, de techniques de combat, les Athéniens étaient supérieurs. Donc, c'est toujours celui qui a la meilleure réflexion, qui réfléchit, qui se dote des armes les plus sophistiquées, qui à la fin finit par imposer sa loi. Donc, nous avons un risque du fait que le monde est de plus en plus désorganisé. Il y a des tensions loin de nous, mais pas tellement loin, parce que là, c'est ce qu'on appelle l'effet papillon, c'est-à-dire le battement d'aile d'un papillon au Japon peut créer un tsunami au Chili. Et là, on y est. Le Liban, c'est loin. Le Moyen-Orient, c'est loin, si on veut y aller à pied. Mais en termes de conséquences géopolitiques, c'est derrière notre porte. La mise en garde que je fais aujourd'hui, sachez le peuple congolais, dans 20 ans, vous verrez ce qui va arriver. Nous avons tout intérêt aujourd'hui de structurer nos pays, de donner de la force à nos institutions, de nous débarrasser des hyper-présidents et des hyper-premiers ministres. Et surtout, mise en garde sérieuse, arrêtez d'applaudir la médiocrité. Arrêtez vraiment d'applaudir la médiocrité. Ce que vous venez de voir avec Collinet et ces photos et ces images avec les commerçants ouest-africains, c'est d'une médiocrité sauvage, mais c'est inqualifiable, c'est la politique Mayoto. On ne peut pas accepter ça. Un pays doit être organisé autour des institutions, avec un président de la République qui change après son mandat ou après 2 mandats. Point. Il n'y a pas d'hommes providentiels. Les hommes providentiels, dans la plupart des cas, ont été des destructeurs, des fossoyeurs de leur nation et de leur République. Et donc aujourd'hui, et une fois de plus, j'invite les Congolais à réfléchir à cette proposition du CRC sur la révolution du fleuve. Aujourd'hui, vous avez des Congolais qui travaillent pour que demain, nous puissions vivre le mieux possible, nous puissions sécuriser notre pays. Et si les étrangers viennent, on sait à quelle place on peut les assigner. Mais ce ne sont pas aux étrangers de définir notre politique de jeunesse, notre politique d'emploi de jeunesse. Aucun pays ne le fait. Et si Collinet Makosso le fait, ce n'est pas de sa faute, mais parce qu'il ne le sait pas. Parce que lui-même est arrivé à ce poste par affinité avec Denis Sassou Nguesso et Antoinette Sassou Nguesso. Il n'est pas arrivé à ce poste parce qu'il a des compétences pour gérer ce pays. Il n'en a aucune.
Il a peut-être des compétences pour d'autres fonctions, je peux le lui reconnaître, mais pas pour être Premier ministre. Ça, jamais dit. Ça, ce n'est pas possible. Vous avez à l'Assemblée nationale, pareil, de nombreux députés qui ne comprennent même pas de quoi ils parlent. Regardez la loi de finances. Aucun député n'en parle. Quelle est la politique de la jeunesse en 2025 dans la loi, dans la future loi de finances? Quelles sont les dispositions prises par les différents responsables au niveau du gouvernement pour que, en 2025, nous puissions dégager du budget pour traiter les différentes situations, les différentes questions qui se posent à notre jeunesse? Il n'y en a pas. Mais pourquoi? Mais parce qu'ils ne savent pas. Vous ne pouvez pas demander à une infirmière, même si elle a passé 20 ans dans un bloc opératoire avec un excellent chirurgien, de lui dire le chirurgien n'est pas là, maintenant, aujourd'hui, c'est toi qui vas opérer le patient. Ça ne se passe pas comme ça. Rabelais avait coutume de dire nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Et nos voisins congolais ont l'habitude de dire Chinsamu Nabangacho. Évidemment, en lingala, c'est ce qu'on dit. Mosala Nabakolo Yayango. Si quelqu'un ne sait pas, il ne sait pas. On peut toujours le mettre là, mais il ne sait pas. Vous savez ce que les Chinois font? Quand les Chinois, vous leur vendez, l'exemple c'est Alstom. Alstom vend des trains à la Chine. Mais quand c'est comme ça, une partie, en tout cas, si la Chine achète 5, 6, 7 trains, eh bien, au moins 3 seront fabriqués, 2 ou 3 fabriqués en Chine. Mais les 2, 3 qui sont fabriqués en Chine, ça se passe, c'est la même chose quand ils achètent les Boeing ou les Airbus. Le quart est fabriqué chez eux avec transfert des compétences. Les suites du bras de fer commercial lancé par Donald Trump en direction notamment de la Chine. Pékin menace à son tour d'instaurer des droits de douane sur une centaine de produits made in USA. Le président américain n'accepte plus la politique économique chinoise qui, à ses yeux, ne cesse de piller le savoir-faire des brevets des pays occidentaux avant de les produire eux-mêmes et de les exporter à des coûts extrêmement compétitifs. Est-ce le cas réellement? Laurent Desbonnets, Abdelzouesh. La Chine est-elle en train de copier nos avions, nos voitures, nos trains, en volant méthodiquement nos secrets de fabrication? Un gigantesque pillage de technologie, c'est l'accusation formulée directement par le président américain. Il y a un incroyable vol de propriété intellectuelle. Ça représente plusieurs centaines de milliards de dollars. Transférer son savoir-faire aux Chinois, c'est un passage obligé pour toutes les entreprises étrangères qui veulent conquérir ce gigantesque marché de plus d'1,3 milliard d'habitants. Exemple de grands groupes européens qui ont ouvert des usines en Chine, Airbus, EDF, PSA, Suez ou Renault. À chaque fois, c'est la loi, ils ont dû s'associer à une entreprise locale qui a donc accès à ses brevets, ses méthodes de fabrication. Problème, avec ce savoir-faire, les entreprises chinoises peuvent désormais tout faire elles-mêmes, jusqu'à dépasser leurs concurrents en innovant. Le plus bel exemple que je connaisse, c'est les télécoms. Ils ont commencé par s'associer en partenaires mineurs avec des grandes entreprises américaines ou européennes. Et puis, à la faveur de l'installation de ces entreprises en Chine, ils ont exigé des transferts de technologie. Puis, ils ont élaboré des normes chinoises. Et puis après, ils sont devenus aussi bons que leurs concurrents. Même chose dans l'aéronautique. Les Chinois ont présenté en grande pompe l'an dernier leur tout premier avion. Et ce n'est pas fini. Ce constructeur automobile chinois vient de devenir le premier actionnaire de Mercedes pour mieux récupérer sa technologie de batterie électrique. Dans cette bataille pour le savoir-faire, les États-Unis veulent donc maintenant mieux se protéger. Donald Trump vient de bloquer le rachat de plusieurs entreprises américaines par des sociétés chinoises. Et qui les Chinois mettent à côté? Mais ce sont les ingénieurs. Mais chez nous, quand les gens viennent construire les routes, on leur donne qui? On leur donne des analphabètes pour pousser les brouettes. Mais les Chinois, eux, ils donnent leurs ingénieurs. Donc l'ingénieur sait que là, il est en train de dériver la fonction. Et si l'ingénieur français ou américain ou allemand fait une dérivation de la dérivation, il comprend tout de suite que là, il y a eu une dérivation de la dérivation. Et qu'est-ce qui s'est passé avec Alstom? Mais quelques années après, la Chine a commencé à fabriquer ses propres trains, qui sont des copies d'Alstom, et ces trains-là fonctionnent en Chine. Donc, nous devons changer de paradigme. Très sincèrement, il faut qu'on change de paradigme. On ne peut pas continuer à être dirigé par des gens qui ne le méritent pas et qui nous font honte. Il n'y a qu'une seule chose qui nous reste,
c'est de les chasser, mais vraiment du pouvoir. Sachez-le, méfiez-vous même de ces panafricanistes qui viennent vous chanter à l'oreille que le 21e siècle, c'est le siècle africain. On l'a dit à la fin des années 1990, lorsqu'on arrive au 21e siècle, 24 ans après le 21e siècle, demain 25 ans, zéro. Le siècle qui sera le siècle africain, c'est le siècle où l'Afrique va se mettre résolument au travail, va appliquer que la science, la technologie, le management, point. Mais si c'est des bricolages comme avec les présidents Sassou Nguesso ou encore Obiangema ou encore Paul Biya, démontrez-moi comment vous allez faire pour être ce siècle africain. Ces panafricanistes, avec leurs potes européens, vous mettent dans l'erreur. Le vrai paradigme de panafricanisme aujourd'hui, c'est se focaliser dans les antagonismes internes. Et c'est ce à quoi je vous invite. C'est-à-dire, arrêtez de regarder la France, arrêtez de regarder la Russie. La Russie ou la France, comme disait Bakounine à Karl Marx, c'est enlever la dictature prolétarienne pour remplacer la dictature, non, enlever la dictature bourgeoise pour remplacer la dictature prolétarienne. Bakounine disait à Marx, si la dictature prolétarienne remplace la dictature bourgeoise, eh bien, on repart encore dans la lutte des classes d'une dictature face à une autre qui veut la remplacer. Donc, Russie, Chine, Europe, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Ce qui compte pour nous, c'est quoi notre paradigme à nous? Quelles sont nos institutions? Et comment faire pour que la richesse que nous créons dans notre pays serve à améliorer la vie des populations? C'est simple. Notre richesse, ce n'est pas pour que Claudia aille faire des cadeaux à Adebayor. Non, c'est écrit nulle part. La preuve, Adebayor n'a jamais pris son argent pour venir faire un cadeau au Congo. Notre argent, ce n'est pas pour faire des fêtes et inviter Fali ou Kofi Olomide. La preuve, quand Tshisekedi ou les autres font leur fête, ils n'invitent pas notre Roga Roga national. Le paradigme qui doit être le nôtre, c'est que quand il y a des fêtes, on utilise les entreprises événementielles du Congo. Et ces entreprises événementielles peuvent mettre en place ce qu'on appelle du travail temporaire. C'est-à-dire, on va recruter 4 jeunes de Wenze, 5 jeunes de Bakongo et tout, parce qu'il y a un gros mariage à Oyo. Et ces jeunes-là, à la fin, obtiennent un salaire avec un contrat de travail. Et ce qui, comme musicien, c'est Roga Roga. Et donc, Roga Roga, pour aller là-bas, il va affréter des autocars. Ces autocars-là, il y a des chauffeurs, plus des gens qui vont les accompagner et tout. Donc, ça crée de l'emploi au Congo. Pourquoi pas de l'emploi, soit l'emploi des jeunes, mais il y a une catégorie dont on n'a pas parlé. On a vu ça dans les statistiques. Hein. Pour les gens à partir de 55 ans, ils sont 50%, on n'est même plus chercher du travail. Et on peut comme ça, en termes de soutien public, de politique publique, faire des contrats saisonniers. C'est pas grave. C'est pas l'idéal, mais c'est déjà ça. Mais cette réflexion, pour l'avoir, il faut que ce soit des gens qui aiment leur pays. Et moi, j'aime mon pays. Pour moi, nos fêtes à nous, surtout au Congo, puisque nous sommes au Congo, eh bien, c'est Roga Roga. Eh bien, c'est les autres musiciens congolais. Pourquoi faire venir Kofi? Moi, je n'ai rien contre Kofi, mais pourquoi faire venir Kofi? Pourquoi faire venir Fali? Et on leur donne un gros chèque. Mais ce chèque, pour que ça va circuler à Kinshasa, ça ne va pas circuler à Brazzaville. Pour que ça circule à Brazzaville, il faut le donner à Roga Roga. Et quand Roga Roga obtient ce chèque-là, il doit payer ses taxes. Et Roga Roga, en tant que patron, il a des salariés qui sont aussi des Congolais et il paye les taxes. Il paye des salaires à ces Congolais-là qui eux-mêmes vont payer les impôts sur les revenus, puisque ça leur fait un revenu. Vous voyez la logique d'un homme d'État. L'événementiel, pareil. Ils vont embaucher des jeunes. Alors, les jeunes qui seront défiscalisés, ils ne paieront pas les taxes jusqu'au moins 20 ans ou 25 ans, pourquoi pas, mais à partir de 25 ans, ils doivent payer les taxes. Au lieu de vouloir les taxer 1200 francs par année, bon, on n'a pas compris pourquoi. Donc, faisons vraiment très, très, très attention. Nous sommes dirigés par des médiocres, des gens qui ne valent pas la peine d'être applaudis, d'être accompagnés. La seule chose que le CRC vous propose aujourd'hui, évidemment, c'est cette grande révolution du fleuve. Nous avons plus que jamais besoin de cette révolution. Quand on voit là où va le monde aujourd'hui, attention, attention, attention. Là où va le monde aujourd'hui, il est plus que temps de changer de régime politique chez nous, de changer de pouvoir et de mettre en place les institutions nécessaires pour sécuriser notre pays. Sinon, nous allons le perdre. Avec cette invasion des Ouest-Africains,
des Rwandais, des Libanais qui vont fuir leur pays. Attention, nous sommes en danger. Et notre jeunesse sera première à payer les frais. Et j'ai dit aux jeunes, arrêtez d'applaudir ce pouvoir parce que ce pouvoir est médiocre. Vous avez entendu les plaintes, même des jeunes qui se disent, on nous indexe, nous les Mboshi, mais tous les Mboshi ne sont pas au pouvoir. Il y a des Mboshi qui souffrent. Vous avez écouté cette bande. Soki même dans l'accès longi beya pona to lembi pe ko bombana na minute to a fatigué bon oye ko yaka e ya la minute mais to ebike mabe ya te poto finga moto te to lo ba pona ba vérité toute vérité à bon l'école nga okuti na kolo bake bac na nga depuis 2009 on a dit bac ti lelo pe nazo chômer na mboko mosale ya te balo ba concours oke ko sala ba kombo ebima kate to zwaka kate bolobi recrutement la police yango biso ngo to bwaki nzoto mais l'air tozo yaka makambo ezo simba kate ba liste ya libe boko kotala ba liste be ba kombo ya te ba message tozo recevoir beloko ata moko ezo salama te bolobi oyo eza ne ya la jeunesse toteka mimbongo na babalabala bapolisier babimi bayi babengani biso po finalement bozoluka biso tokende wapi tosala nini na mboka oyo bozotia biso wapi na mboka na biso moto mo vivre lokola étrangère toaliso na possibilité kozala heureux mpe heureuse te tosi tolembi toyina mposa bolukela biso basolution ndenge bino bozwaka bana na bino bandala nde biso mpe toali ndenge bino bozwaka bakoko na bino ni ndenge biso mpe toali bolukela biso basolution toa na volonté ya kosala mosala larme yango metala makambo tokutana nango do tozala kaka on dirait lokola bato oyo toyebi te soki nini tosala na mboka soki boyeba ike bayaki na baka ifale boloba na biso ke yaki nango o recrutement général te bino bolobi na biso ke eza recrutement général me makambo tozoya kutana yango eza yango te tolembi bolukela biso basolution oya caporal chef bokoli misapele biso biso soki vidéo eke na batoile eke na kaka mabe moto akokanga moto pe te toapela bapana mboka na biso moko tofingi moto te toapete barebele lelo balobaka keno bamboshi tu moto bavivre koleur mais moi je suis mboshi yango na je souffre pouvoir oyo ya bamboshi bato bazosouffrir awa tala batribaliste te mokongo te momboshi te mobemba te nini te biso tuto bakongolais président moko loba unité pour gagner travail. Toi, biso makambo mususu wana te. Biso to lingi bo etlance biso makambo mususu. Olobaki l'agriculture. Si biso na agriculture so moni bato basaki. To kena kisunji kuna président le balosu pour la balamete na kisunji kuna. Papa soko lancer ba usine maputa oye kangama o ngala yo kuta manango te sa nini biso to sala te. Basengaka 4 milliards. To lobi vidéo ekokende mosika oye koya eya. Pour la situation à la moto qu'on est prêt. Ceux qui demandent suite des athées, donc il y a le ministère, il y a la défense, donc il y a le ministère, il y a la justice, donc il y a le ministère, il y a la jeunesse. Si tu as comme escale d'oppression. Donc le cas suite est favorable. Vidéo qui n'est partout. Merci. 2025 année émergent on débrouille. Année de la jeunesse en débrouille. Toumi, c'est qu'on s'y gabouille. Papa, la personne pouvoir recruter Bissot, tu as besoin de 1500 jeunes. Donc, vous avez bien vu cette bande. Même les jeunes Mboshi souffrent. Donc, il faut qu'il y ait une unité dans cette révolution pour que nous puissions construire notre pays. J'espère que mon intervention dans cette chronique vous permet de bien saisir ce qu'on appelle les politiques publiques d'emploi des jeunes, que le pouvoir se trompe totalement et que nous devons aller vers la révolution pour sauver notre pays. Merci de m'avoir suivi. Comme d'habitude, likez, abonnez-vous, commentez. C'est toujours un plaisir de lire vos commentaires et d'échanger avec vous. Portez-vous bien et je vous dis à bientôt pour notre prochaine chronique.